l'émission spéciale Sur le vif avec Marie-Lou Saint-Onge. Bon après-midi, il est 16h30 pour la prochaine heure et demie. C'est une émission toute spéciale de Sur le vif qui est en direct de la Cité à Ottawa. C'est ce fameux forum sur les gangs de rue dont on vous a tant parlé cette semaine. Ce qu'il y a de particulier aujourd'hui, c'est que vous nous entendez à la radio de Radio-Canada, mais vous pouvez aussi voir l'émission Sur le vif. Vous vous rendez sur radiocanada.ca ou encore vous nous suivez sur Facebook à ici Ottawa-Gatineau, donc en diffusion en temps réel, évidemment, et ça va se faire ça jusqu'à 18h. Vous savez, depuis le début de la semaine, Radio-Canada vous a présenté plusieurs aspects, plusieurs témoignages, plusieurs initiatives aussi qui se font dans la région et ailleurs pour contrer le phénomène des gangs de rue. Ottawa, malheureusement, on vient d'enregistrer un bien triste record, 55 fusillades enregistrées cette année. On évalue le nombre, le concept des gangs de rue, pourquoi des jeunes font ce choix-là. Est-ce que c'est un choix à la base? Et on va surtout parler de solutions. Je ne suis pas seule et comme je le disais, vous pouvez intervenir, vous pouvez nous appeler en studio, ça change pas, c'est toujours là, 613-288-6100. Louis-Jérôme est en studio pour répondre à vos appels. Mais si vous nous regardez via Facebook, par exemple, vous allez commenter la vidéo en diffusion simultanée et c'est Angie Bonenfant qui va vous répondre. Angie, parlez-nous un peu de votre rôle aujourd'hui. Bien, comme vous l'avez dit, le forum est diffusé sur Facebook. Donc, tout d'abord, j'invite les gens à nous suivre sur ici Ottawa-Gatineau. Si les internautes ont des questions, des commentaires, bien, je vais être là pour y répondre. Sinon, moi, ce que je fais, c'est que je vous relais à vous et à vos invités leur interrogation. Et si vous êtes dans la salle, merci d'ailleurs à tous ceux et celles qui participent activement aujourd'hui à l'assister. Si vous avez des interventions, des commentaires, des questions pour nos experts, c'est Alexandra qu'il faut aller voir, Alexandra Angers. Merci d'être là. Parlez-nous un peu de votre rôle, justement. Alors, moi, je vais me promener dans la salle tout au long du forum et puis j'invite les gens à venir me voir si vous avez des questions. On va pouvoir les poser à nos experts, à nos panélistes. Et justement, les experts, on est vraiment très contents qu'ils aient accepté notre invitation. Je vous les présente, mais on va vous les représenter aussi tout au long de l'émission. Katia Peters, qui est membre de Compact Ottawa, un comité d'intervention policière et communautaire ici à Ottawa. Mathieu Fleury, conseiller municipal d'Ottawa-Vanier. Nathalie Gélina, qui est praticienne-chercheur et spécialiste en gangs de rue au Centre de réadaptation Cité des Prairies. Nancy Worsfold, qui est directrice générale de prévention du crime Ottawa. Et évidemment, Pauline Gagné, qui est responsable du volet éducation chez Pacte Ottawa, personne en action contre la traite de personnes. Yvonne Dubé, directrice générale de Grands Frères et Grandes Sœurs de l'Outaouais. Et Luciano Bentenuto, qui est criminologue et expert en bande criminalisée, membre de l'organisme Avant tout les enfants. Mesdames, messieurs, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci à vous. Commençons d'abord par comprendre le phénomène de gang de rue. Au départ, pourquoi un jeune décide d'entrer dans ce monde criminalisé? Luciano, d'abord, j'aimerais vous entendre là-dessus. Merci. Premièrement, je remercie de m'avoir invité. Je vois que la brochette d'invités ici vous honore. Fait que pour moi, la question est simple. Ça a toujours été une question sociale. Malgré le volet criminel à la fin. C'est vraiment un sujet qui part de notre noyau familial. Notre noyau familial a changé pendant les années. J'ai toujours dit qu'il y avait un temps où les parents avaient beaucoup d'enfants et aujourd'hui, les enfants ont beaucoup de parents. Et à cause de ça, bien évidemment, on a changé la façon qu'on doit gérer nos enfants. Parce que là, il faut se fier sur une famille collective, une famille qui n'existe pas présentement. Fait qu'il faut bâtir cette collectivité. Il faut travailler avec les autres intervenants, il faut travailler avec les éducateurs, les éducatrices, il faut travailler avec les policiers, il faut travailler avec toutes les personnes dans la communauté. Et c'est pour ça que on retrouve que les enfants qui n'ont pas cette grille de référence-là se retrouvent dans un climat d'absence de paramètres. Et évidemment, ceux qui gravitent autour des gangs de rue en profitent pour en faire leur proie. Et justement, Nathalie Gélina, des jeunes qui décident d'aller comme ça dans les gangs de rue, vous en rencontrez, vous les côtoyez, ces gens-là?
Oui, ben en fait, moi, je commencerai avec l'inverse de mon collègue ici. En fait, moi, je dirais que c'est loin d'être une question simple. On parle de la famille. La famille, c'est une cause. Là. Puis, moi, je viens de Montréal, hein, fait que c'est sûr que j'ai peut-être le regard un peu différent d'Ottawa. Mais je vous dirais que tous les jeunes membres de gang, bon, ça commence à l'adolescence en général, vont s'affilier à un gang de rue pour des raisons différentes. Et il y a peut-être 5-10 ans, on croyait que c'était, on disait, un gang d'appartenance, c'est la famille, ils ont une deuxième famille, le gang. Et pas nécessairement. Il y a des membres de gang qui, ça va très bien dans leur famille et c'est pour tout autre motif qu'ils vont s'affilier. Je dis pas qu'il y en a pas, que c'est pour l'appartenance et la famille, mais il y a autant de jeunes membres de gang que de motifs pour lesquels on va s'affilier à un gang de rue. Je vais parler de la sécurité, par exemple. D'ailleurs, en général, c'est le premier motif pour lequel les jeunes vont s'engager dans un gang parce qu'ils se sentent pas en sécurité, ils se sentent en danger. Étonnamment, c'est le premier motif pourquoi ils vont vouloir se désaffilier, mais ça, on y reviendra sans doute plus tard. Mais l'appartenance, la reconnaissance, le thrill d'adrénaline, il y a beaucoup, beaucoup de motifs. Et Nancy Westfield, vous vouliez ajouter? Tout comme Nathalie, on a vu des changements. On a fait une recherche en 2011 et on voit toute l'évolution de ça. Les motifs, je dirais la même chose que Nathalie, la sécurité, l'adrénaline, mais en même temps, l'argent. Il y a l'argent à faire dans les business criminels. Donc, c'est une motivation assez forte avec les autres motivations qu'on a mentionnées déjà. Et on le disait un peu, et tout le monde, les experts s'entendent là-dessus, ça peut toucher n'importe qui, hein, les gangs de rue, des jeunes, ça vient de milieux différents. Et la solution aussi vient des milieux différents. Ketia Peters, j'aimerais que vous nous parliez un peu de l'initiative qui existe à Ottawa, ça s'appelle Compact. C'est un groupe, justement, qui relie les différentes communautés ensemble. C'est important d'avoir ce dialogue-là, cette table. Puis, ce qu'on n'a pas encore mentionné ce soir, c'est qu'il y a aussi des gens qui recrutent activement des jeunes vulnérables pour les faire devenir membres des gangs. Fait que des fois, quand on disait qu'il y avait des gens qui ne font pas nécessairement partie des familles pauvres, mais des fois, il manque peut-être un attachement émotionnel avec leur famille ou leurs parents. Mais il y a des gens qui sont là, qui recherchent ces genres de personnes-là qui sont vulnérables pour les recruter. Et ça, le recrutement, ça se vit partout. Nathalie, vous vouliez enchérir là-dessus? Ben oui, non, mais madame a tout à fait raison. Puis moi, j'amènerais aussi, puis comme je sais pas, j'ai l'impression que je vais toujours revenir là-dessus, c'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup de facteurs qu'il faut prendre en compte. Il y a beaucoup de jeunes qui sont vulnérables et qui se cherchent eux-mêmes un gang. Et là, je fais allusion autant du côté des filles que du côté des garçons. Oui, il y a aussi des membres de gangs de rue qui veulent recruter et qui vont eux-mêmes rechercher des jeunes à risque. Fait que donc, tu sais, on voit déjà qu'il y a comme une idée de solution, là. Quand on a un jeune à risque, il faut essayer de l'outiller justement pour pas se retrouver dans cet engrenage-là. Mathieu Fleury? Moi, je crois qu'il y a le facteur adrénaline dont tout le monde a mentionné, mais un des facteurs qui est pas négligeable, c'est la caractéristique socio-économique. Puis quand on regarde juste à Ottawa précisément, là, dans certains quartiers, les gangs se retrouvent dans toutes les communautés, mais ils se retrouvent aussi dans les communautés où on a de l'enjeu au niveau de l'emploi, on a de la difficulté au niveau de l'intégration, on a de la difficulté dans les écoles. Souvent, ces composantes-là, il n'y en a pas une qui est juste responsable, mais c'est des critères qui font qu'un jeune peut être plus à risque qu'un autre. Puis, moi, je me rappelle, ayant grandi dans la Côte-de-Sable, dans la basse ville à Ottawa, jouant au hockey avec des jeunes que les parents ont fait de la prison, puis commencé à vendre de la marijuana, puis là, on voit la consommation de marijuana, puis tout ça, puis là, on réalise que notre cheminement de vie, vraiment, il y a eu une séparation. Le seul moment où on se voyait, c'était dans le parc pour jouer au hockey, puis ensuite de ça, il n'y avait pas un tissu social parce que les réalités étaient complètement différentes. On va aller dans la salle. Alexandra, vous avez une question du public? Il y a Alain Vixamar, qui est éducateur au Centre Jeunesse à Gatineau, qui a une question pour Nathalie Gélina. Bonjour. Donc, la question, c'est qu'est-ce que vous faites pour vraiment cerner
quelle est la réalité des jeunes, donc qui ne sont pas présents pour parler un peu de leur réalité, mais comment vous faites pour la cerner, cette réalité-là, en lien avec leurs besoins? Bien, en fait, c'est large aussi, là. Moi, en tant qu'intervenante plus au centre jeunesse, là, je vous dirais, où je côtoie les jeunes, on est très collé sur la recherche, de un, et on est très collé sur la clientèle. Fait que donc, pour cerner un peu la problématique, bien, il y a une partie qui revient de la recherche. Donc, toutes les dernières recherches qui ont eu lieu, et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup, au niveau des gangs de rue, nous a permis de mieux comprendre et de mieux cerner. D'ailleurs, le phénomène, en tout cas par chez nous, est beaucoup en évolution. Déjà, on parle beaucoup moins de gangs de rue, fait que c'est déjà une nuance. Je ne sais pas si ici, on est rendu là, mais ou en tout cas, nous, on va parler beaucoup plus de réseau des fois avec les jeunes parce que les jeunes, ils se sentent moins interpellés par gangs de rue. Là, il y a tout un aspect politique et où il y a la loi sur le gangstérisme. Les jeunes, ils veulent plus afficher trop les signes de reconnaissance parce qu'ils ont comme compris que plus on s'affiche, plus on est spoté, on va dire comme ça. Puis, me concernant, au niveau de l'intervention avec les jeunes, on en parle beaucoup. Il y a, je ne sais pas encore une fois, vous me direz si c'est ici, c'est comme ça ici, mais nous, il y a 10 ans, les gangs, on disait c'est des jeunes qui parlent pas, ils sont durs d'approche, ils veulent pas parler de leur quartier, de leur activité criminelle. Fait qu'il y avait comme les intervenants qui ont travaillé toute une vie en délinquance disaient, moi, les gangs de rue, je sais pas quoi faire, puis je me sens démunie. Alors qu'on s'est aperçu que c'était beaucoup plus les intervenants qui étaient mal à l'aise. Moi, les jeunes de gang, je sais très bien qui est dans quel quartier, c'est quoi son surnom de gang, il fait quoi comme activité criminelle, et pourquoi? Parce qu'on est très ouvert avec eux. Et pourquoi c'est important d'ouvrir avec eux, même si c'est une thématique qui est difficile, puis je vais pas, on peut rentrer avec les victimes qui font, là, puis c'est vraiment pas drôle. Mais en même temps, si on veut trouver des techniques de réadaptation, il faut s'adresser aux problèmes réels et aux difficultés des jeunes. Donc... Merci pour votre question. Angie Bonenfant, il y a des réactions aussi en ligne? Oui, quelques commentaires de Mélie Laviolette qui dit « Je crois que la raison pourquoi les jeunes entrent dans les gangs de rue dépend des circonstances de vie. Souvent, des personnes sont vulnérables, se cherchent des amis et même des fois une famille. » Et un autre de Mark Spring qui dit que ça fait beaucoup de sens que nos invités disent aujourd'hui « La pauvreté, le manque d'emploi, les pressions sociales, etc. encouragent les gens à embarquer dans des gangs de rue. » Vraiment intéressant de vous entendre par la voix d'Angie, mais continuez de nous écrire sur Facebook. Je vous rappelle que c'est une émission spéciale, l'émission Sur le vif, qui est en direct de la Cité à Ottawa, Forum sur les gangs de rue. Vous pouvez nous écouter évidemment à la radio, mais aussi nous suivre sur Internet, sur Facebook et sur radiocanada.ca. On a soulevé le point, les victimes, parce qu'il y a les membres des gangs de rue qui... À un certain point, on pourrait aussi les considérer comme étant des victimes, mais les gangs de rue ont un effet aussi sur la population. Pauline Gagné, c'est difficile d'aider parfois les victimes. C'est très difficile parce qu'il y a tout un réseau de peur qui est instauré dans la victime. Et quand on essaie d'aider les victimes, souvent elles ont peur pour leur protection, pour la protection de leur famille, de leurs amis, de leurs proches. Et donc, c'est très rare qu'on va, ou ça prend beaucoup de temps avant que la victime soit prête à pousser pour dire, voici, c'est cette personne-là qui est venue me chercher. Oui, la dénonciation, c'est quelque chose de complexe, Kétia. Je peux interpeller parce que la raison pour laquelle ils ont peur, c'est parce que si, justement, ils dévoilent l'information, ben ils sont pas protégés. Fait que si, mettons, qu'ils vont en cours pour pouvoir témoigner contre une personne, ben la personne qui est accusée a le droit de savoir c'est qui témoigne contre cette personne-là. Puis ce qui arrive habituellement, c'est une rétaliation après ça. Que cette personne-là qui a témoigné, ben il peut soit se faire avoir des problèmes ou quelqu'un dans sa famille se faire, targeté. Mathieu Ferry. Il y a peut-être une perception publique, puis ce serait intéressant d'entendre le panel discuter à ce sujet-là. Pour moi, les gangs de rue, c'est relié à la drogue, c'est relié à l'argent, avoir l'échange d'argent. On voit souvent les véhicules, on voit souvent, il y a cette composante-là. Il y a une composante aussi qui est souvent moins discutée, qui est la prostitution, qui est aussi interreliée. Puis on parlait juste il y a quelques instants au niveau de l'intimidation. L'effet de gang qui peut rentrer dans un commerce, dans un bar, puis avoir vraiment cette essence-là qui sont... il y a un sentiment d'appartenance. Je suis curieux de voir si, parmi nos experts, s'il y a d'autres critères qui seraient manquants dans mon analogie. Yvonne? Bien, nous, les grands frères, grandes sœurs de l'Outaouais, on travaille au niveau de la prévention. Donc, on est confronté au même phénomène que tout le monde. C'est des enfants ou des jeunes qui
qui ont besoin d'appartenance, qui vivent dans des milieux défavorisés. Et puis, c'est vrai que nous-mêmes, les jeunes ou les familles qui font appel à nous, c'est pas toutes des familles défavorisées, mais c'est des familles qui, en quelque part, il y a des manquements. Donc, les jeunes qui se retrouvent dans les gangs ou peu importe où est-ce qu'ils se retrouvent, c'est des jeunes qui, ben, s'ils tournent dans l'argent, c'est parce qu'ils sont dans des milieux défavorisés. Ils ont besoin de survivre eux aussi. Ils ont besoin de manger. Ils ont besoin de vivre comme leurs confrères d'école, leur père. Donc, c'est un peu de tout. Et puis, nous, on est chanceux que ceux qu'on attrape avant qu'ils se rendent à ce niveau-là, habituellement, on est capable de faire quelque chose avec eux. Puis, justement, c'est en changeant ça, c'est en leur apportant une influence positive, en les impliquant dans un milieu où est-ce qu'ils ont un sentiment d'appartenance, ils appartiennent à une famille, tu sais, la famille des grands frères, grandes sœurs. Oui, ça revient beaucoup, ça, ce sentiment d'appartenance. On sent que les jeunes vont vraiment vers ça, entre autres pour se sentir valorisés. On va retourner dans le public, Alexandra. Oui, j'ai une question de Jean-Christophe Robert Gosselin, qui est étudiant en radio à la Cité. Une question qui s'adresse à Mathieu Fleury. Oui, je voulais savoir, est-ce que c'est parce qu'on a un problème de gang que vous avez décidé de venir en parler ici à la Cité? Moi, j'ai été invité par Radio-Canada d'y participer, puis je suis venu. Il n'y a pas de réponse politique ou théorique. C'est vraiment... il y a eu des incidents à Ottawa. Je suis francophone. Je représente une démographie qui est très jeune. Je pense que je suis un peu aussi de l'actualité au niveau des enjeux dans notre communauté. Alors, je remercie l'invitation, mais il n'y a pas d'autres raisons. Bien, en fait, si je peux me permettre, je vais aussi un peu compléter la réponse de Mathieu Fleury. Le choix de Radio-Canada de venir à la Cité, évidemment, il y a plusieurs raisons, entre autres parce qu'on a déjà un lien avec la Cité depuis de nombreuses années pour plein d'autres projets, mais aussi parce que c'est un milieu d'éducation francophone à Ottawa. Alors, je crois que c'est 3 points qui justifient très bien le fait qu'on soit ici aujourd'hui. Et on va aborder la question de la prévention et du travail dans les écoles. Et ça fait partie aussi de la réflexion derrière le choix du lieu de diffusion de ce forum. Merci de votre question, c'est apprécié. Vous vouliez ajouter, Nancy? Je voulais juste dire qu'à la Cité collégiale, il y a des programmes qui s'adresse et à toute la côté sociale et communautaire, qui est un aspect très important, comment aborder le problème. Et aussi, il y a un programme de technique policière, qui est un autre côté important. Donc, on a des jeunes en formation qui vont, dans leur futur, s'adresser à cette question-là. J'aimerais qu'on revienne sur l'impact dans la communauté, parce qu'on parle beaucoup du problème, des victimes. Mais les gangs de rue, la violence que ça amène, il y a un impact aussi pour les quartiers. Et là, on parlait du secteur ici de la Cité, dans le secteur de Vanier. Il y a des conséquences aussi pour les gens qui habitent dans ces secteurs-là où il y a une hausse de la violence. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ça? Oui, Nancy? Oui? Nous avons élaboré Prévention du crime à Ottawa, donc pour la ville d'Ottawa, une stratégie qui compose un composant sur la cohésion communautaire. Et on s'adresse à toutes les questions des relations dans les quartiers qui sont affectés par le phénomène. Une des choses qu'on essaie de faire, c'est de mieux agir après un incident violent qui peut traumatiser les voisins. Parce que être le voisin à côté d'une meurtre ou une fusillade, c'est très traumatisant pour les gens qui restent là, les familles. Donc, on essaie on a élaboré toute une approche pour remettre les relations saines après des traumatismes comme ça. Et aussi, il y a différentes approches pour aider les quartiers défavorisés à se prendre en main pour travailler ensemble pour améliorer leur quartier. Yvonne Dubé? Oui, et puis c'est là-dessus que moi, j'allais continuer. Nous, en étant au niveau de la prévention, c'est moi le message que je passerais aux communautés d'Ottawa, de Gatineau, de Montréal, peu importe. Travaillez ensemble, impliquez-vous au niveau de votre communauté. C'est à ce moment-là, s'il y a des drames qui arrivent dans votre coin, ben vous ne serez pas seul. Tu sais, on travaille ensemble, nous, on fait de la prévention. Si j'ai 50 bénévoles dans une communauté qui travaillent avec les jeunes de cette communauté, ben les chances sont qu'on n'aura pas ce phénomène-là qu'on fait face aujourd'hui. Mathieu Fleury, vous vouliez ajouter?
il y a quelques éléments à considérer d'après moi. Il y a l'aspect démographique et l'espace physique d'où est situé Ottawa. Ottawa est situé entre deux grosses métropoles, Montréal et Toronto. Il y a cet aspect physique à considérer qu'il y a beaucoup d'échanges du port de Montréal. Et puis évidemment, tout près de Kingston, Cornwall aussi, l'aspect, le chemin américain si on veut. Alors, physiquement, Ottawa est situé Ottawa et l'Outaouais est situé dans une position intéressante ou importante, si on veut, au niveau de l'échange de drogue. L'autre aspect à considérer, c'est ce que Nancy disait, c'est qu'Ottawa se prend en main, les communautés se prennent en main, puis par des cheminements positifs, que ce soit les jardins communautaires, que ce soit les films dans les parcs durant l'été, il y a un revirement de situation, mais ça n'enlève pas qu'on a les fusillades. Puis c'est là où on voit vraiment un affaiblissement de certains efforts communautaires. Luciano Bentenuto, vous vouliez ajouter? Bien, je pense que vous êtes... j'ai apprécié la piste que Mathieu nous a mis dessus, c'est que ça fait plusieurs années que je travaille dans le milieu, et effectivement, le triangle, on le connaît. Quand on parle du triangle entre Toronto, Montréal et Ottawa, fait partie de ce triangle-là. Ça fait plus de 2 décennies qu'on voit déjà la migration des gangs entre ces 3 pôles-là. Fait que pour moi, il a frappé directement pile sur une problématique de migration, de fluidité entre les gangs. Fait que comprendre une gang à Ottawa veut dire aussi comprendre qu'est-ce qui se passe à Montréal et qu'est-ce qui se passe à Toronto. Puis ça, c'est important d'avoir cette image-là. L'autre aspect qui est très important, que moi j'aime ça écouter parce que vous avez des bons interlocuteurs ici, mais j'apprends aussi, mais en même temps, j'aimerais juste signaler quelque chose. C'est qu'au niveau des gangs de rue, on semble avoir la perception que c'est une entité qui évolue seule. Gang de rue fait partie d'un phénomène beaucoup plus grand. Il sert les bons services des motards, il sert les bons services du crime organisé traditionnel. Ils ont un rôle à jouer dans l'atmosphère, l'Interpol criminel. Fait que là, c'est plus gros que juste penser que mon jeune homme, il y a une structure à tout ça. Et c'est quand on minimise un peu le rôle des gangs de rue qu'on oublie qu'ils font partie d'une plus grosse machine criminelle. Et c'est là que je pense qu'il faut travailler ensemble. Il faut comprendre cet aspect-là, cette dynamique-là. Et c'est pour ça que tantôt, je rigolais un peu dans ma petite tête en écoutant tous les amis, la famille, les proches. Excusez-moi, mais ça revient à ce que je vous ai dit au début. La famille collective, c'est ça. Hein? Ketia Peters, je vous vois réagir sur votre chaise. Oui, parce qu'il faut se poser la question. Absolument, les gangs de rue, ils font juste partie d'un plus gros problème. Puis il faut se poser la question, pourquoi c'est aussi facile pour les jeunes de pouvoir obtenir des fusillades dans ces genres de quartiers-là? D'où ce que ça vient? Il y a certains quartiers que vous demeurez, vous n'avez pas trouvé des fusils aussi facilement, de la drogue aussi facilement. Alors, il faut se poser la question, pourquoi c'est aussi facile que ces genres de produits-là sont dans certains secteurs d'Ottawa? Oui, il y a des secteurs où ça semble plus facile d'entrer dans ce monde criminalisé. C'est ce que exactement. C'est pas les jeunes qui les ont emmenés là, ces produits-là. C'est quelqu'un d'autre. On va aller à Angie Bonenfant, des commentaires en ligne. Oui, un autre de NFR Umoja. L'approche est importante pour pouvoir discuter simplement avec eux, les protéger comme un frère, leur donner des conseils, mais ne pas arriver avec des préjugés, car ils sentent tout de suite le comportement des conseillers sans discours moralisateur. Donc finalement, ce qu'il dit, c'est de faire attention dans la façon dont on approche les jeunes qui sont pris dans les gangs de rue. Oui, excellent point. Et je vais juste un peu faire un retour sur ce qui vient d'être dit parce que je regarde l'heure, là, il est presque 16h57 et on va retourner au studio. Mais essentiellement pour vous dire aussi que dans la prochaine heure de l'émission, on va revenir à ce forum public. On va parler, entre autres, des solutions. On a beaucoup parlé de la situation actuelle, les quartiers, la facilité parfois de se trouver des armes, comme Ketia le signifiait. La question aussi du sentiment d'appartenance. Vous êtes nombreux à nous écouter en ligne. Merci d'être là et restez avec nous parce qu'on continue sur les médias sociaux, sur Facebook, sur radiocanada.ca. Évidemment, pour ce qui est de la radio au 90,7, on va se laisser le temps d'écouter, évidemment, le résumé de l'actualité, le bulletin d'information, bulletin circulation, Mario aussi qui sera avec vous. Mais donc, revenez-nous dans la prochaine heure de l'émission parce que, bon, évidemment, il sera question de
des solutions, mais on parlera aussi de prévention. Qu'est-ce qui se fait de bien? Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Et est-ce qu'il y a des exemples ailleurs que l'on peut prendre justement pour importer ça ici? On va en discuter dans la prochaine heure. Alors, merci. Je vais enlever ça parce qu'en ce moment, j'entends Jean-François Chevrier qui est en studio. Alors maintenant, on n'est plus à la radio de Radio-Canada, mais on est toujours en diffusion sur radiocanada.ca et sur Facebook en direct. Angie Bonenfant, vous confirmez qu'on est toujours en direct. Toujours là, voilà. Toujours là, Marie-Lou. Alors, juste pour vous dire, ça c'est l'arrière-scène. Alors, on va peut-être montrer un peu comment ça se passe. Là, pendant la petite pause du radio-journal, on va respirer un peu. On va permettre à notre panel d'experts. D'ailleurs, vous êtes extraordinaires, je tiens à vous le dire. Vous êtes très, très pertinents. Merci beaucoup. On va vous laisser le temps de prendre une petite gorgée d'eau et revenir dans la prochaine portion de cette discussion. J'espère que vous aimez votre expérience. Pour l'instant, ça va bien. Oui. Tout le monde est à l'aise. Tout le monde se sent bien. Bon, alors voilà. Pour vous en ligne, on vous invite à continuer de commenter, nous faire part de vos réactions parce que on va continuer d'en discuter avec les membres de notre panel. On peut peut-être aussi aller dans la salle. Je ne sais pas si Alexandra est pas très, très loin. Je sais qu'il y a des étudiants, entre autres, de la Cité qui sont avec nous. Est-ce qu'ils sont là? Ah oui, ils sont là. Ils sont là. Des étudiants en journalisme, des étudiants en... Est-ce qu'il y a des étudiants en travail social dans la salle? Ah oui, voilà. Technique policière. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en technique policière? Très contente de vous voir. Merci d'être là. Vous allez avoir un gros rôle à jouer dans les prochaines années lorsque vous allez être déployés sur le terrain. Et un forum comme celui-là, je pense que c'est bien aussi de vous avoir. Si vous avez des commentaires à formuler, je vous invite à continuer d'alimenter la discussion. Angie, peut-être retourner à quelques commentaires en ligne. Oui, on a Josée Laramie, elle est très bien connue, oui, du Calax francophone d'Ottawa. Elle se demande quelles sont les stratégies et les solutions pour aider les femmes victimes d'exploitation sexuelle. Ah, ça! C'est vrai que c'est un problème qui est un peu lié finalement aux gangs de rue parce que parmi les sources de financement, on trouve la vente de drogue, on trouve par exemple la vente d'armes, mais la traite de personnes, la prostitution aussi, ça en fait partie. Et justement, Pauline Gagné, je vais m'approcher de vous parce que justement, la traite de personnes, c'est un problème avec lequel vous composez quotidiennement. Est-ce que c'est une réalité qui est omniprésente dans la région? Dans la région, c'est très présent. On a fait une étude et on a publié un rapport en juillet 2014. Puis sur la traite des femmes et des filles pour l'industrie du sexe à Ottawa même. Et dans 9 mois de recherche, on a identifié 140 femmes et filles dont la plus jeune avait 9 ans. Et de 9 à 25 ans, on avait à peu près 75% des femmes et filles identifiées. Et puis là-dedans, 90%, c'était des femmes et des filles de la région, pas des gens qu'on amène d'ailleurs. Oui, cette semaine à Radio-Canada, on a présenté une entrevue avec Patricia, qui est une mère d'une jeune fille qui a été justement recrutée dans un réseau de traite de personnes alors qu'elle avait 15 ans. Ouais. C'est un peu déstabilisant, Pauline Gagné, lorsqu'on prend conscience aussi de qui ça touche, parce que il y a des idées préconçues. Lorsqu'on parle de prostitution, de traite de personnes, il y a des idées préconçues, mais ça touche tout le monde. Ça peut toucher n'importe qui, finalement. Ça peut toucher tout le monde. Il y a des choses qui rendent les filles et les femmes plus vulnérables. Par contre, c'est une combinaison de différents éléments.
Et l'âge est la grosse chose. Les jeunes sont vulnérables à être, victimes de traite de personnes. Ouais, malheureusement, ceux qui exploitent ces jeunes filles-là connaissent les failles, savent reconnaître ces failles-là aussi. Et ils utilisent beaucoup les médias sociaux parce que là, ils peuvent aller chercher toute l'information qu'ils ont besoin. Ils peuvent aller commencer une relation avec la fille. Et ça commence subtilement. C'est un peu ce que Patricia nous expliquait cette semaine, justement, à quel point c'est arrivé petit à petit et à un certain point, la jeune fille se retrouve... C'est l'ami de cœur, c'est la personne qui va lui donner tout ce qu'elle veut, plein de choses, et une fois qu'elle pense que la personne l'aime, ben là, on va vraiment là, au niveau psychologique. C'est difficile de les sortir de là. Après, Mathieu Fleury? C'est triste d'entendre ça, 140 femmes. Puis moi, je pense qu'il y en a probablement plus que ça que l'on n'a pas chiffré dans cette analyse-là. Cependant, oublions pas cet élément-ci, c'est que la prostitution a changé. Oui. Nous, on a encore l'image de la femme qui marche la rue le soir. Souvent, on se souvient, à Ottawa, historiquement, c'était la rue d'Alousie. Oui. Par la suite, on a eu une pression sur le chemin Montréal. Maintenant, comme on l'a mentionné, ces médias sociaux, ces téléphones, il y a une grande influence qui est peut-être pas aussi visible qu'auparavant, mais qui a un impact sur les jeunes femmes qui sont peut-être dans des situations vulnérables. On va aller, question, Alexandra? Oui, avec Louis-Philippe Legault, qui est étudiant en travail social. Bonjour. Moi, je voudrais savoir, je viens de l'Outaouais. Puis en Outaouais, il y avait, mais il n'y a plus de maisons de jeunes ou de travailleurs de rue pour peut-être les encadrer avant qu'ils soient touchés par les gangs de rue un peu. Puis il n'y en a plus. Je me demandais pourquoi c'était pas un exercice qui était plus pratiqué. Oui, Yvonne? Je peux peut-être répondre un peu à ça. La raison pourquoi j'en suis pas certaine, tout ce que je peux dire, c'est que ce phénomène existe aussi dans l'Outaouais. Nous, on fait des programmes, on offre des programmes dans les écoles pour la prévention, justement, la prévention de différentes choses qui incluent la prostitution chez les jeunes. Et puis, il y a une école spécifiquement à Gatineau qui a fait appel à nos services justement pour essayer de régler ce problème-là. C'est un phénomène qui se produisait en 7e année. Aussitôt que les filles arrivaient en 7e année, qui étaient recrutées pour la prostitution. Donc, c'est un phénomène dans l'Outaouais aussi, mais la raison pourquoi il n'y a pas de centre, j'en suis pas certaine. Ouais. Pauline Gagné? OK, c'est ça. Nous aussi, on fait beaucoup de prévention au niveau des jeunes dans les écoles. On a aussi un partenariat avec le Collège Algonquin, l'Institut des policiers et de la sécurité publique, où toutes les personnes qui entrent en première année, on va leur donner un cours sur comment est-ce que la traite des personnes se fait, comment est-ce que les personnes vont chercher les jeunes filles, un petit peu comprendre la réalité pour que, comme futurs policiers et agents de sécurité, qu'ils puissent comprendre un peu plus le phénomène. Kétia Peters? Ouais, j'ai pas la réponse à ta question, mais j'aimerais ça emmener un autre élément, qui est l'élément du, excusez-moi de mon franglais, là, on l'entend en ontario, l'élément du bullying. Oui. Okay? Oui. Depuis à l'âge d'à peu près 7 à 8 ans, un enfant va se rendre compte que dans quelle classe sociale qu'ils sont. Fait que le moment qu'il se rend compte qu'il est une personne pauvre, puis il peut pas faire les mêmes activités que les autres élèves, ils n'ont pas les mêmes choses que les autres élèves, bien là, déjà dans la cour d'école, ils sont déjà classés en tant que personnes marginées dans la cour d'école. Fait que là, à cause de ça, ils se sentent séparés, ils se sentent différents. Les autres élèves, des fois, ils les bully. C'est quoi le mot en français, le terme en Intimidation. français? Intimidation. Intimidé. Et puis, c'est comme ça commence, là. L'insécurité, cet enfant-là commence à se sentir que, en dedans d'eux, qu'ils ils n'ont pas confiance en eux. Fait qu'à partir de là, c'est le trickle-down effect qui continue à partir de là. L'effet boule de neige, oui. Ouais, c'est ça, l'effet boule de neige. Merci. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs. En effet, on tente de comprendre un peu comment ça prend naissance, mais il y a plusieurs facteurs. Nathalie? Bien, en fait, là, j'ai comme 1000 idées. Là. Moi, j'avais déjà des idées à partir de la discussion de là. Avec là, bon, je me suis pris des notes. Bien, en fait, la pauvreté, c'est sûr là, que c'est un facteur très important et très... puis je sais pas ici, mais les quartiers qui sont plus ghettoisés, qu'on va dire, là, fait que là, il y a comme un regroupement là, de plusieurs facteurs, plusieurs difficultés. Par contre, il faut jamais oublier non plus que même dans les quartiers pauvres, tu as un voisin qui est gang de rue, un autre qui est criminalisé, l'autre qui est en prison, lui, il va devenir médecin.
Fait qu'on peut pas dire que c'est que la pauvreté. Fait qu'il y a comme plein d'autres facteurs qui viennent s'ajouter. Fait qu'il faut en tenir compte, mais on sait que ces endroits-là sont encore plus à risque. Et il y a un danger aussi d'identifier un quartier en disant oui, aussi, c'est un quartier défavorisé. Oui. Et aussi de blâmer les familles, les parents. C'est un facteur. Des fois, on va dire ah oui, ben c'est la famille. Là. C'est très. Moi, je travaille beaucoup avec les familles, puis c'est très difficile pour ces mamans-là aussi, des fois, qui arrivent au tribunal puis qui apprennent que leur propre fils était membre de gang, puis ils n'avaient aucune idée. Puis là, les mères, ils disent, moi, il m'aide à la maison, il s'occupe, il est gentil, il est poli. C'est un bon garçon à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que là, il y a comme tout un autre travail à faire aussi. Je veux juste revenir pour les jeunes filles, qu'on parlait du recrutement, tout ça. Quelques petits points qu'on a observés à Montréal aussi. On a mis beaucoup d'énergie à travailler sur les jeunes filles victimes. Ça va de soi, là. Il y a comme personne ici qui va s'opposer à ça. Mais on a moins pensé aussi que ceux qui recrutent, là, ces jeunes-là, il faut les arrêter. Ça, je suis d'accord, il faut faire de la répression. Mais est-ce qu'on fait juste les arrêter ou on s'assied avec eux puis qu'on demande, bon Dieu, comment ça se fait que tu en arrives là, toi? Puis quand on apprend à connaître ces garçons-là, là, qui ont, tu sais, quand on les regarde aux nouvelles puis on les voit passer, là, on les aime pas, là, tu sais, on fait comme, hey, lui, là. Mais quand tu parles avec lui, tu t'aperçois que, tu sais, c'est un jeune, puis il s'est passé quelque chose dans sa vie où sa vision a changé, puis aujourd'hui, il fait des victimes et c'est grave. Fait qu'il faut travailler, s'adresser à ça. Dernier petit point, je vais arrêter de parler. Les jeunes filles aussi, il y avait qu'est-ce qu'on appelait les jeunes filles recruteuses. Fait que ça non plus, c'est un phénomène que, tu sais, on pense que c'était une victime, mais non, il y a des petites filles qui recrutent d'autres petites filles aussi, puis qui se font de l'argent. Fait que ça aussi, ça va être un défi éventuellement de bien identifier ces jeunes filles-là, qui des fois sont recruteuses naïves, elles le savent pas. Elle sait même pas elle-même qu'elle est en train de se faire prendre dans les griffes d'un pimp. Puis elle invite 4 amis à venir à la fête chez son ami. Fait que là, elle vient d'en identifier 4. Fait qu'il y a beaucoup de travail à défricher là-dedans aussi, à pas tomber dans des automatismes. Pauline Gagné? Oui, je voulais juste dire, tu parlais de regarder à la personne qui est le trafiquant. Et nous, quand on a regardé le profil de la personne qui est victime et de la personne qui est trafiquant, les profils se ressemblent beaucoup. Complètement. Alors, c'est des personnes qui ont eu, un passé très semblable. Oui, je note ça. Je note des points que vous amenez parce que je veux qu'on y revienne dans la prochaine portion du forum lorsque nous reviendrons à l'antenne du 90,7 parce que je vous rappelle qu'en ce moment, nous sommes uniquement en ondes, pas uniquement, mais exclusivement en direct sur Facebook, sur Internet, sur radiocanada.ca. Et d'ailleurs, c'est là que l'on va, Angie? Peut-être 2 questions qui se complètent. La première, Hugo Terne demande quels sont les avantages des gangs de rue dans la société. J'imagine qu'il se demande qu'est-ce qui attire les jeunes dans les gangs. Et ensuite, une autre question de David Anthony Sabourin qui demande comment régler le problème à sa source et ce, de façon collective. Oui, ça, c'est une question qui semble simple et la réponse va prendre la prochaine heure. la prochaine heure de ce forum. Je vous laisse prendre une petite gorgée d'eau. Là, c'est vrai. Là, je vous laisse respirer un petit peu. Une gorgée d'eau. Je vais aller dans le public. Alors, parce que, bon, je le disais tout à l'heure, on n'est pas seul en ce moment. On est à la Cité et il y a des étudiants qui ont été jumelés avec nous. Ils ont participé à la réalisation, à l'installation aussi de tout ce que vous voyez. Il y a Patricia qui est là. Bonjour, Patricia. Bonjour. Et tu es avec Jacob. Oui. Bonjour, Jacob. Bonjour. Alors, vous êtes des étudiants en production télé. Alors, Oui. vous avez participé aujourd'hui. Juste nous expliquer un peu, Patricia, ce par quoi vous êtes passé aujourd'hui. Eh bien, c'était vraiment intéressant aujourd'hui puisque chacun d'entre nous, on a eu la chance de participer à l'arrière-scène. Donc, pour moi, j'ai participé à être caméraman pour les pratiques. Et puis, qu'est-ce qui était vraiment intéressant, c'est que les autres caméramans m'ont bien donné des conseils et comment ça se déroule vraiment dans le travail en vraie vie. Donc, c'était vraiment amusant. Puis de mon côté, j'ai eu la chance d'aller dans le mobile de Radio-Canada avec la réalisatrice. Donc, de voir son travail pendant l'émission, c'est vraiment surprenant toutes les tâches qu'elle a accomplies en même temps, puis toutes les tâches du personnel qui sont derrière les caméras qu'on voit pas nécessairement. Oui, ça prend beaucoup de gens pour réaliser un forum comme celui-là.
Merci de participer. Merci d'être là. Merci aussi à vous d'être dans la cafétéria. Je sais qu'on est jeudi, il pleut, c'est terne à l'extérieur, commence à être tard. On est vraiment très content de vous savoir là, de vous savoir aussi attentifs. Je pense que vous aussi, vous l'appréciez d'avoir des jeunes, des gens qui écoutent aussi vos propos, qui sont, ma foi, très intéressants, mais aussi très importants. Et je suis aussi particulièrement heureuse de pouvoir compter sur le web pour qu'on puisse garder aussi cet échange-là. Je crois qu'il y a de l'écoute qui va se faire après de ce qui se dit ici, parce qu'on soulève beaucoup de points intéressants, beaucoup de trucs à améliorer. Et la prochaine heure, on va beaucoup se consacrer à ça, sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas correctement, qu'est-ce qu'on devrait ajouter comme initiative dans la ville d'Ottawa, mais sur plein d'aspects. On peut parler des policiers, mais c'est pas la seule réponse. Hein, et je vois des têtes qui font ça de même. Non, les policiers, c'est pas la seule solution. Le milieu carcéral, c'est pas la seule solution. Et je crois que vous êtes pas mal tous d'accord sur ce point-là. Et je vois qu'il nous reste 2 minutes avant de revenir à la radio de Radio-Canada. Peut-être juste un petit tour de table. D'abord, sur votre expérience jusqu'à présent, j'aimerais savoir un peu qu'est-ce que vous pensez de l'exercice? C'est bien, on devrait faire la même chose pour le bilinguisme officiel. On l'a fait, ça. Mais un panel comme ça à la On l'a fait il y a 2 ans, un panel. Répète, l'histoire se répète. On va reprendre l'exercice. Excellente suggestion, Mathieu Fleury. Nathalie, vous, comment vous le vivez jusqu'à présent? Je trouve ça super intéressant. Je trouve que ça touche plusieurs paliers, plusieurs niveaux. Moi, je suis comme dans je suis pas dans mon quartier, je suis pas dans mon hood, comme diraient les gars de gang, là. Ouais. Mais non, je trouve ça intéressant. Ça donne une autre perspective, puis des pistes de solutions, peut-être. Et Luciano, vous regardez souvent la grande image de ce qui se fait ailleurs. Vous êtes criminologue. Lorsque vous entendez des échanges comme ceux-là, qu'est-ce que vous retenez? Ben moi, je reconnais tous les éléments qui sont ressortis ici. J'ai eu l'opportunité de faire plus de 35 pays quand j'étais à l'OAE pour justement le dossier des gangs. Et évidemment, quand on parle des gangs au Guatemala, El Salvador, Mexique, etc., puis après ça, on s'en vient aux États-Unis et au Canada, on est à différentes étapes, mais c'est les mêmes étapes. Ouais. C'est un peu ça. C'est les mêmes problèmes sociaux. On est dans une ère où il y a des problèmes qui ressortent de partout. On est une société qui est en mouvement. Il y a beaucoup de nouveautés. On essaye de s'ajuster à tout. À l'Internet, par exemple. Et puis, tous ces mouvements-là, tous ces changements-là au niveau du niveau familial, etc., tout ça, ça vient affecter la décision que l'enfant va prendre, quelle voie que l'enfant va prendre. Fait que, en écoutant tout le monde, on voit un peu la perspective de tout le monde, où est-ce que le jeune est rendu dans cette étape-là. Et puis, c'est bien de voir les choses qui peuvent être faites avant d'arriver là, de les comprendre au moins là, à 100%. On va retourner à la radio dans 20 secondes exactement. Alors, je vous laisse le temps de reprendre une petite gorgée d'eau. On va faire une petite pause, juste nous laisser le temps de revenir à la radio et on poursuit la discussion ensemble. C'est vraiment dans les coulisses, là. Émission spéciale Sur le vif avec Marie-Lou Saint-Onge. C'est la dernière heure de cette émission spéciale. Je vous rappelle que nous sommes en ce moment en direct de la Cité à Ottawa. C'est le forum public sur les gangs de rue. On a en ce moment plusieurs experts qui discutent de cette situation-là qui a beaucoup de ramifications. On parle dans les médias des 55 fusillades, par exemple, à Ottawa. On pourrait parler des 9 meurtres aussi qui sont liés aux gangs de rue. Mais au-delà de ça, il y a une communauté aussi qui est touchée par cette réalité-là des gangs de rue. Et donc, depuis 16h30, finalement, on discute de cet enjeu-là, des initiatives, des solutions.
Et je vous rappelle que nous sommes, oui, à la radio de Radio-Canada au 90,7, mais vous pouvez voir l'émission Sur le vif en allant sur le site de Radio-Canada à radiocanada.ca ou encore en nous suivant sur Facebook à Ici Ottawa-Gatineau. D'ailleurs, je vous invite à continuer d'alimenter la discussion. Il y a des gens ici à la Cité qui participent. Il y a des gens en ligne aussi. Angie qui est là pour nous relayer les messages qui sont, que vous écrivez finalement sur les médias sociaux. Et il y a Louis Jérôme en studio. Si vous voulez nous appeler, c'est le 613-288-6100. Si vous venez de vous joindre à nous et que vous n'étiez pas là lors de la première demi-heure de ce forum public, je vous représente notre panel d'experts qui, honnêtement, vous êtes très intéressant depuis 45 minutes qu'on discute et j'ai peine à croire qu'il n'en reste que 45. Alors, je vais faire vite. Je vous représente Ketia Peters, membre de COMPAC, qui est ce comité d'intervention policière et communautaire ici à Ottawa. Mathieu Fleury, conseiller municipal d'Ottawa-Vanier. Nathalie Gélina, praticienne chercheur et spécialiste en gangs de rue au Centre Réadaptation Cité des Prairies. Nancy Worsfold, directrice générale de prévention du crime Ottawa. Pauline Gagné, responsable du volet éducation chez Pacte Ottawa, personnes en action contre la traite de personnes. Yvonne Dubé, directrice générale des Grands Frères et Grandes Sœurs de l'Outaouais, et Luciano Bentenuto, qui est criminologue, expert en bande criminalisée et membre de l'organisme Avant tout les enfants. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de Radio-Canada aujourd'hui. Vraiment très, très intéressant de vous avoir avec nous. On va d'abord aller dans le public pour une question, Alexandra. Oui, on a une question de Jérémy Manda qui étudie en technique automobile. Merci. Bonsoir. Tout d'abord, je tenais à vous remercier de pouvoir nous donner cette occasion de partager ce moment. J'aimerais juste poser une question de savoir, auparavant, le Canada, c'était l'un des meilleurs pays au monde sur le plan sécuritaire. Ben, subitement, on se rend compte que le Canada est en train de foncer sur le plan insécuritaire. Pourquoi pourquoi aujourd'hui on se rend compte que le Canada c'est un pays qui est dans l'insécurité totale? Pourquoi? Et quelle est la stratégie que vous allez mettre en place pour pouvoir vraiment circonscrire toutes ces situations? Ouais, je crois que vous avez des bonnes questions. Deux volets, en fait, à la question. D'une part, le constat comme Canadien, mais aussi l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la situation? D'abord, faisons un constat sur le plan canadien. Luciano Bentenuto, vous connaissez justement la scène internationale. Comment décririez-vous le Canada sur la scène internationale lorsqu'on parle, restons dans le thème des gangs de rue, bien sûr. Oui, absolument. Puis j'apprécie votre question, cher monsieur. Et évidemment, je peux vous annoncer une bonne nouvelle. Ayant travaillé dans les 35 pays de l'hémisphère de l'Ouest, je peux vous dire que le Canada, c'est le plus sécure dans les 35 pays. Et évidemment, on voit une évolution, un changement, mais on est de loin le pays le plus sécure dans toute l'hémisphère de l'Ouest. Fait que je comprends que peut-être vous avez vécu peut-être des circonstances qui font que la perception est haute. Mais moi, je peux vous dire qu'ayant vécu d'autres situations et d'autres problématiques reliées aux gangs, surtout dans l'Amérique centrale et peu dans les États-Unis, je peux vous dire qu'au Canada, on a une problématique qu'il ne faut pas renier, il ne faut pas laisser aller, mais on est encore au-dessus de nos affaires. Mais Luciano, je crois que vous avez mis le doigt sur le bon mot, la perception. Il y a toujours cette question de perception, de sentiment de sécurité qui diffère d'une personne à l'autre, finalement, dépendamment de ce qu'on a vécu, de notre vécu aussi. Merci de votre question. On va aller sur les médias sociaux, Angie. Il y a beaucoup de questions, mais peut-être une première de Aziza Nejma Mokoko. Quelles sont les différentes étapes à suivre pour un jeune qui est membre de gang qui voudrait s'en sortir? Excellente question. Nancy Worsfold, d'abord. Ben, Nathalie, pour Montréal, mais pour Ottawa, il faut dire que les services sont assez divisés par la rivière, même si nos clients vont de l'une barre à l'autre tout le temps. Mais à Ottawa, on a un programme qui s'appelle Time for Change, le temps pour changement, qui est mené par le John Howard Society et Ottawa Community Immigrant Services, qui
qui travaillent ensemble pour aider les jeunes impliqués criminellement. Donc, on les aide à s'en sortir, même s'ils ont des gros casiers criminels. C'est un programme d'intervention pour les cas assez lourds. Donc, la première étape, c'est de décider qu'il veut changer. Et la deuxième étape, c'est de chercher de l'aide. Et puis, ça va être un cheminement complexe. Il va falloir regarder tout l'aspect économique et travail, tout le côté éducation, tout le côté rattaché avec leur famille positive, tout le côté de toxicomanie et la consommation de la drogue, toutes sortes d'aspects de leur vie, mais c'est possible de le faire. Et on voit des succès avec les jeunes hommes qui décident de changer leur vie. Jeunes hommes et jeunes femmes, hein, parce qu'on ne le dit pas souvent, mais dans les gangs de rue, il y a aussi des femmes, là, des jeunes filles qui s'y retrouvent. Je comprends dans une proportion... Plutôt des victimes. Oui, c'est vrai, aussi. Et Nathalie... Ben, en fait, moi, je voulais juste nommer, on a fait la première question que vous avez posée, c'est pourquoi les jeunes vont dans les gangs? Moi, je vous ai répondu, ben, c'est pour répondre à plein de besoins différents. Et dans le fond, je voulais juste amener l'aspect que quand il est le temps de regarder pour aider un jeune à s'en sortir, donc évidemment, c'est parce qu'il veut. Puis il faut savoir que ça se peut qu'une journée, ils disent que oui, puis dans 2 jours, c'est à recommencer parce qu'ils vont se récupérer. Ça ne veut pas dire que c'est du jour au lendemain que le changement va s'effectuer, mais il faut surtout identifier à quel besoin ça répond pour lui. Fait que si lui, c'est un sentiment d'appartenance, exemple, et qu'on lui dit, on lui propose comme programme pour s'en sortir, tu peux plus voir aucun de tes amis parce qu'ils sont tous criminalisés, comment il va répondre à son problème? Il faut lui trouver une alternative. Et ça, c'est une étape importante que des fois, on nous met. Fait que nous, on a des programmes et ça va, on va penser que c'est la meilleure solution pour lui, s'inscrire dans une équipe de basketball. Mais si lui, ce qui l'attire, c'est l'adrénaline, là, il va faire une bijouterie, là, puis il est comme tout excité, puis que lui, il a toute puissance, puis il est armé. Bien, peut-être que le basket, c'est pas le... Vous comprenez? Il faut évaluer bien à quoi ça répond pour lui. Puis peut-être que lui, c'est un peu plus un type sport extrême. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus pro-social qui va répondre à son besoin. Fait que ça, c'est comme... Katia, Excusez-moi, il faut absolument que je vous donne des témoignages. Moi, ce que j'entends des jeunes qui sont dans la rue, puis qui ont peut-être fait des décisions dans le passé, puis qui veulent s'en sortir, c'est qu'ils ont l'impression que le système, c'est comme un genre de business. Ça veut dire que ça avantage certaines personnes qu'il y a des criminels, puis que des gens qui sont dans les gangs, puis que des gens qui vendent la drogue. Parce que ce soit les intervenants, que ce soit leurs parole officers ou whatnot. Juste un témoignage, un exemple. Un jeune était dans les gangs puis vendait de la drogue avant, puis là, il a vraiment décidé de changer sa vie. Ça faisait au moins 1 an à 2 ans qu'il était en probation. Puis quand des fois, les policiers qu'il connaît, il l'arrête, il dit « OK, là, t'as-tu quelque chose sur toi? » Là, il est comme « Non, j'ai rien sur moi, ça fait 1 an que j'ai rien fait du tout. » Là, le policier va lui dire « Ben, t'es sûr de ça? Si je commence à te fouiller, là, je vais pas trouver quelque chose, tu sais. » Comme si c'était comme... Il y avait besoin d'avoir quelque chose à faire ou bien d'avoir monté le statistique. Fait que c'est ça l'impression qu'il y a. Fait que ça, c'est les témoignages que je reçois des fois, que les jeunes, ils disent, regarde, ils veulent pas qu'on sorte de ça. Mathieu Fleury, ça vous fait réagir? Ça me fait réagir parce qu'on a un tissu social, que ce soit familial ou ami, puis pour moi, il y a des éléments qu'on néglige. Puis à tous les niveaux, je le mentionnerais. Si demain matin, moi, un de mes amis, je le verrais, puis il y avait 5 téléphones, je commencerais à me questionner. Pourquoi que tu n'as pas juste un téléphone? Si tu commençais à vendre la drogue, puis je voyais une consommation de drogue douce, je me questionnerais. Si demain matin, tu viens du même niveau socio-économique que moi, puis je te vois conduire un nouveau véhicule de l'heure, là, je me questionnerais. Si tu commences à voyager, alors il y a des éléments, il y a des signes qui sont présents qu'on dirait qu'en tant que communauté, on n'est pas honnête. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, vous dites, OK, ben on remarque, mais on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait si on voit justement quelqu'un dans son entourage qui, clairement, il peut peut-être avoir tombé du mauvais côté? Qui peut répondre à ça? Qu'est-ce qu'on fait? Yvonne Dubé? Ben moi, c'est comme j'ai une différente perspective de tout le monde ici parce que les grands frères, grandes sœurs, nous, on travaille la prévention, on crée des programmes. Mais répondant à ça, c'est si un jeune arrive dans notre organisme, puis a un pied dans le système judiciaire, que ce soit un gang de rue ou peu importe où il est rendu dans son cheminement,
nous, on le ressort pas de là comment je dirais ça, en lui disant quoi faire ou pas quoi faire. Nous, on le fait en donnant une influence positive. On le ressort de ce niveau-là ou de ce contexte-là, puis on le met dans un contexte plus positif. On lui montre c'est quoi les bonnes valeurs. On enseigne toutes ces choses-là. On l'enseigne pas seulement, on leur montre. Fait, si un jeune enfant, il a 13 ans, puis il a un pied dans le système judiciaire, qui se retrouve avec un grand frère, eh bien, le grand frère, c'est son travail de faire ça. C'est son travail de surveiller aussi. De surveiller, puis d'être à point, puis de dire, hey, ben comment ça, t'en as 5 téléphones, là, tu sais, là? Ouais. C'est quoi, là? Puis là, c'est un peu d'éducation sociale. Encore faut-il avoir justement fait ce pas vers l'organisme, vers le grand frère. C'est ça. Luciano? Moi, je reviens à la base au niveau de le cercle d'influence. Il faut vraiment identifier ce cercle d'influence-là dès le début. Et on identifie dans les 3 sphères, que ce soit dans la prévention, l'intervention ou dans la répression, parce que ces 3 sphères-là existent. Il faut identifier c'est qui le cercle d'influence de cet individu-là. Et une fois qu'on a identifié le cercle d'influence qui peut l'aider dans le milieu d'intervention, dans le milieu de prévention et lorsqu'il est en mode actif dans le milieu de la répression, c'est clair qu'on a comme ma collègue dit, c'est quasiment ça, c'est rebâtir son cercle d'influence pour que cette personne-là suive une autre ligne. Et puis, ça revient à cette base-là. Fait que pour moi, les 3 sphères sont interconnectées. Ils ne sont pas enlignés parce que les gens, des fois, disent qu'il faut faire la prévention avant l'intervention, puis vice-versa. Pour moi, les gangs, c'est comme un cancer. Quand on découvre un cancer, il faut l'éradier immédiatement. Et évidemment, malheureusement, ça veut dire des fois mode répression, jusqu'à temps qu'après ça, on a l'opportunité de le sortir de là en mode intervention. Et là, on met les modes prévention pour pouvoir s'assurer qu'il ne retourne pas dans ce mode-là. La roue tourne, il faut savoir à quel stade on est rendu. Poignée, ouais. Ou la poignée, oui, en effet. Alexandra, on retourne dans le public. Je suis en compagnie d'Andréi Audet, qui est étudiant en journalisme. Bonjour. Moi, je me demandais comment on accompagne une mère, un père qui apprend que son enfant est dans une gang de rue. Qui veut répondre Ben à moi, ça? c'était ça mon point tantôt. Peut-être que je ne l'ai pas bien signalé, mais c'est que pour moi, un parent qui est, on va définir le terme comme un bon parent, il va le reconnaître, les signes. Il y a des signes qui vont être évidents. Puis, évidemment, on n'est pas ici pour juger le type de parents. Il y en a ils connaissent tout de leur enfant, qui sont très, très, très restrictifs. Il y en a d'autres qui vont être plus ouverts. Mais il y a des signes qui doivent être avant-gardistes à ce niveau-là. Si c'est un parent qui n'est pas dans le milieu puis qui ne veut pas appuyer une tendance vers le crime. Et cette semaine, justement, à Radio-Canada, on s'entretenait avec la directrice de Voice Found, un organisme ici à Ottawa, qui disait on ne doit jamais avoir peur de faire un signalement parce que, ultimement, si vous l'avez fait pour rien, ben vous l'aurez fait pour rien, mais vous n'aurez pas le regret de ne pas l'avoir fait. Nathalie? Bien, j'allais ajouter, en fait, que des fois, il y a des signes qui, pour nous, moi, Nathalie, là, en tant que mère ou en tant que c'est évident que c'est des signes précurseurs que mon enfant vit des difficultés majeures, alors qu'il y a des familles qui sont plus démunies, où il y a des fois, il y a des situations qu'ils n'ont pas vu venir, où il y a des signes qu'ils n'ont pas vu, eux, qui les ont pas alertés. D'où, tantôt, je donnais un exemple d'une mère qui arrive au tribunal, exemple, puis elle entend plein de choses qu'elle s'attendait pas. Fait que dans le fond, comment on accompagne un parent? Bien, c'est en l'outillant aussi, en lui donnant des moyens pour faire face. Parce que les lacunes ou les difficultés rencontrées peuvent être différentes. Tu sais, je vais prendre un exemple, qu'on se parle d'un milieu qui est plus pauvre, une maman qui est mère monoparentale, qui a 2-3 enfants, qui est tout seul, des fois qui est obligée d'avoir 2 travails pour subvenir aux besoins des enfants. Bien, ça se peut qu'elle, quand les enfants reviennent de l'école, de la maison, bien, elle n'est pas là pour les accueillir. Donc, pour gérer un peu les allées et venues, les fréquentations, parce qu'elle travaille beaucoup. C'est une maman qui inculque des bonnes valeurs, c'est une maman qui est aimante, c'est une maman qui s'occupe des enfants, mais le garçon est laissé plus à lui-même et lui est peut-être influencé dans... Bon, fait que quand on regarde le portrait, il ne faut pas avoir tendance à blâmer les parents, puis mieux comprendre leurs besoins. Comment on peut les aider dans ces situations-là? Et ultimement aussi, il y a toujours cette fameuse crise d'adolescence. On peut mettre ça sur le dos de la crise d'adolescence en se disant, c'est un adolescent, c'est normal et c'est une crise d'adolescence
Malheureusement, ça peut parfois cacher quelque chose de plus grave. Angie? On a un commentaire de M. David Anthony Sabourin, peut-être qu'il s'adresse à Mathieu Fleury. Des policiers font ce qu'ils peuvent avec des ressources limitées. Le système carcéral est débordé et ne rencontre pas nécessairement les besoins des communautés. Les travailleurs sociaux se sentent trop souvent impuissants. A-t-on les ressources, justement, pour enrayer le problème? Mathieu Fleury? Moi, j'ai une opinion peut-être plus ouverte là-dessus. Je ne sais pas si vous suivez les Nations unies, mais les Nations unies, récemment, ont eu une grosse discussion sur la guerre de la drogue, the war on drugs. Puis les années 90, début 2000, c'était juste ça. On se bat contre la drogue, on réprime, puis on criminalise cet élément-là. Ce qui a fait que tout le milieu judiciaire, tout le milieu policier est ancré dans cette position ferme et ne travaille pas au niveau communautaire. Je vais vous donner l'exemple dans notre communauté. À Vanier et puis dans le centre-ville, on a 2 policiers qui travaillent fort, mais c'est nos policiers communautaires. Ils ne travaillent pas en tant qu'équipe. Ils ne travaillent pas avec des travailleurs sociaux. Ils ne travaillent pas avec les conseils scolaires. Ils ne travaillent pas avec les autres partenaires. Ils sont seuls et uniques dans leur rôle. Alors, le modèle, c'est pas qu'on n'a pas besoin, c'est pas qu'on n'a pas les ressources. C'est que les ressources ont été assignées d'une façon historique pour se battre contre le modèle anti-drogue. Tandis que maintenant, on essaie de faire l'inverse, de flipper le modèle, puis vraiment être plus communautaire, mais on est entre deux. Puis là, c'est là où ça tire l'élastique au niveau des ressources. Et c'est intéressant parce que les policiers, entre autres à Ottawa, tentent quand même de créer ce lien-là avec la communauté. Et Kétia, je crois que vous êtes la mieux placée pour répondre à ça. Puis c'est vrai qu'il n'y a pas de ressources. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de ressources. Il n'y a pas de ressources. Fait que c'est vraiment ça. Peut-être rechanger les priorités ou quoi que ce soit. C'est sûr que ça prend beaucoup de temps d'utiliser ce genre de modèle-là. Community policing, comme qu'ils disent. Ça prend beaucoup de temps. C'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. Mais si on pourrait donner plus de ressources pour ce genre de travail-là, ça va prévenir bien des problèmes dans le futur. Nathalie Gélina? Bien, en fait, dans les dernières études, puis il y a peut-être mon collègue à l'international qui va peut-être corroborer, là, mais dans les programmes qui fonctionnent, parce que, tu sais, on n'est pas les premiers à vivre le phénomène des gangs, hein, les États-Unis, Los Angeles, Philadelphie, là, je pourrais vous en nommer plein. Détroit, ils ont aussi beaucoup travaillé, ils ont fait des choses, il y a des programmes qui ont fonctionné, d'autres moins. Mais dans ceux qui étaient les plus prometteurs, je vous dirais la grande ligne là, qu'il faut retenir, c'est qu'est-ce qui fonctionne bien, c'est ni la prévention seule, ni l'intervention seule, ni la répression seule. Ce qu'on a tendance à faire, tu sais, peut-être qu'on a tendance à travailler un peu en silo, c'est vraiment l'union de, il a bien nommé les sphères, c'est l'union de toutes ces sphères-là ensemble. Et c'est pas sans poser problème, parce qu'on n'est pas habitué de partager nécessairement, tu sais, selon nos sphères de travail, mais c'est ce qui fonctionne au niveau des gangs de rue. C'est intéressant parce que justement, j'aimerais vous entendre sur le lien qui unit les différents intervenants. Et on en a discuté avant le forum de cette question-là. Luciano? Moi, je pense que le truc, si on cherche la clé du succès, c'est de comprendre le cycle, c'est de comprendre quand il faut faire le changement entre intervention, prévention et répression, d'être capable d'être assez fluide et mobile pour faire le saut entre les différentes sphères. Le problème maintenant, c'est qu'on part et on est très bon dans ce qu'on fait, mais on ne comprend pas assez ce que les autres font. Et moi, je vois que c'est important. Tantôt, on parlait de la connaissance. Moi, je vois ici que tout le monde sont super bien instruits dans ce qu'ils font, mais il faut comprendre les implications des autres sphères pour savoir quand est-ce qu'il faut vraiment travailler avec nos partenaires. Et une fois qu'on fait ça, pour moi, l'autre aspect, c'est de comprendre qu'effectivement, au niveau des gangs de rue, si vous voulez, là, ce phénomène-là, là, ici au Canada, on est rendu aux 2e et 3e génération. C'est plus la même problématique qu'on a eue il y a 20 ans. Et là, on a des personnes qui sont instruites, malheureusement, dans la mauvaise chose au niveau criminel. Puis là, c'est là qu'au niveau de la police, s'attendre que la police fasse le boulot tout seul. Moi, j'ai toujours prôné que c'est une concertation avec tous les intervenants qu'on voit ici, et la police fait partie de la solution, mais n'est pas la solution. On va retourner dans la salle, Alexandra. Oui, je suis en compagnie d'Eman Moussaïf, qui est étudiant en réadaptation et justice pénale. Donc, bonjour. Moi, ma question est plus spécifique sur les motards.
En fait, après l'échec qu'il y a eu par rapport à l'opération Shark, je sais que plusieurs hautes têtes parmi les motards qui ont été relâchés, puis que comme ça, ça fait quoi? Ça fait... Je suis désolé. Là. Ça fait quoi dans le contexte des gangs de rue, c'est ça? Le système, comment que le système peut combattre ça si eux, avec toutes les années que ça a pris pour infiltrer les membres, les motards, comment qu'on peut être relâchés, puis que là, ils vont être encore plus forts. Fait que comment que la société va nous protéger de ces motards? Ouais. J'apprécie votre intervention, puis si vous me permettez, j'aimerais l'adresser directement. Compte tenu que vous avez dit une chose très clé. Votre perception, c'est qu'ils en ont ressorti plus fort. Ça, c'est ce que vous avez dit. Moi, étant dans le milieu, je sors de là en disant, bon, maintenant, ils ressortent, là, il faut qu'ils regagnent leur place, parce que quand ils ont été en dedans, évidemment, il y a eu un vide de créer. Les gangs de rue ont tenté de prendre la place, et on a vu un peu ce qu'on voit aujourd'hui. Toute cette dynamique entre motards, gangs de rue, crime organisé, c'est pas seulement à Montréal, là, où on a eu une panoplie de meurtres au niveau de crime organisé traditionnel italien, mais ça a toujours une répercussion sur la communauté. Fait que c'est pas meilleur une gang ou un autre, toutes les gangs posent un problème pour la collectivité. Il est 17h35. Déjà, je vous rappelle qu'on est en émission spéciale Sur le vif, qui est en direct de la Cité, forum sur les gangs de rue. Je vous invite à participer à l'émission. Si vous êtes sur place, évidemment, vous le savez, mais sinon, vous pouvez nous écrire. On est en diffusion sur radiocanada.ca et sur Facebook à Ici Ottawa-Gatineau. Vous pouvez également nous appeler en studio au 613-288-6100. À cette heure-ci, je sais que Mathieu Fleury doit nous quitter. Vous avez d'autres engagements. Merci beaucoup d'avoir participé. C'est moi qui vous remercie pour l'émission, puis merci les panélistes, puis les étudiants de nous avoir accueillis. Merci. Salut. Et d'ailleurs, on va retourner dans le public. Alexandra, qui est en compagnie d'une étudiante. Oui, je suis avec Sarah Herrera. Elle étudie en travail social. Elle a une question. On avait mentionné auparavant qu'une des raisons qui cause les gangs de rue, c'est le manque de confiance envers la police, qui sont censés être les représentants de la loi. Donc, qu'est-ce qui fait le système pour attaquer l'abus de pouvoir de la police qu'on voit souvent dans les réseaux sociaux? Oui, ça, c'est une préoccupation exprimée à plusieurs reprises. Le lien de confiance, entre autres, avec les services policiers. Nancy Worsfold? Dans la stratégie contre les bandes de rue d'Ottawa, on a élaboré 2 projets spécifiquement pour s'adresser à ça. Il y a un projet qui s'appelle Community Leadership Network for Families, qui a fait des douzaines d'ateliers pour les parents, donc pour mieux comprendre le système judiciaire canadien, pour visiter la cour, pour visiter les stations de police, pour visiter les maisons des jeunes incarcérés. On a fait tout un effort pour mieux établir la compréhension entre les communautés marginalisées et le système judiciaire. En même temps, nous avons financé un programme pour travailler sur la relation justement entre les jeunes et la police. Et c'est un engagement dans les quartiers plus affectés pour des ateliers et des interventions pour s'améliorer directement les liens dans les quartiers. J'aimerais vous entendre, Ketia Peters, sur ce lien qu'entretient la communauté avec la police. On parlait d'un lien de confiance. Il y a parfois des événements qui sont relatés dans les médias sociaux, par exemple. On offre souvent une vidéo avec un téléphone cellulaire, des arrestations musclées, des interventions policières qui font l'objet de vives critiques. Comment vous le percevez? Quel genre de commentaires vous avez dans la communauté? Ouais. Quand ça vient de la relation avec la police, puis la communauté, surtout la communauté racialisée, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a encore beaucoup de travail à faire. On parle du racisme systémique. On parle du fait que
on sent que les policiers, ils interagissent d'une manière différente, dépendamment avec qui ils interagissent. Les jeunes racialisés se sentent que quand certains policiers arrivent à un appel, leur défense est déjà en garde. Puis ils sont un peu plus agressifs quand ils leur parlent, puis quand ils interagissent avec eux. Fait qu'à cause de ça, déjà là, la relation est déjà difficile à cause de ça. Alors, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on puisse améliorer. Je travaille très, très fort de pouvoir promouvoir une mentalité où ce qu'on devrait essayer quelque chose de différent. Essayer de dire, OK, on va se donner une chance. Présentement, le chef de police d'Ottawa, je crois que son cœur est à la bonne place, qui croit vraiment à cette manière de faire les choses. Et puis, on aimerait ça pouvoir l'aider à accueillir, puis demander à la communauté de le rencontrer à mi-chemin, puis de rencontrer le département à mi-chemin aussi, pour essayer de commencer ce dialogue-là, de le continuer, puis d'essayer de se donner une chance, puis de se faire confiance. Yvonne Dubé, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, c'est un fait, cette réalité-là, que les jeunes ont peur des policiers, puis c'est triste, parce que moi, je vais vous raconter une petite histoire, peut-être vous allez comprendre ce phénomène-là. J'ai essayé de jumeler une petite fille tout dernièrement avec une femme policière. C'était absolument non. Même sans la rencontrer, juste sachant que cette dame-là était une agente policière. Il y avait une méfiance. L'enfant a refusé carrément de la rencontrer. C'est fort quand même. C'est fort. C'est fort. Luciano, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, j'ai apprécié l'intervention de ma collègue tantôt concernant cet aspect de communication entre la police et la collectivité. Et pour moi, c'est important parce que je l'ai vécu, et croyez-le ou non, moi j'étais agent de libération conditionnelle en 91. Et j'avais de la misère à faire comprendre à mes collègues policiers qu'on avait de l'intervention à faire dans la communauté, puis qu'on dealait avec des criminels, puis que c'était pas tous des méchants en fin de compte, là. Et, mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a établi un programme où on a été dans tous les postes de police. Dans un an, j'ai rencontré 3500 policiers pour leur parler de notre réalité, la réalité correctionnelle. Et ça a changé tout le système. Et on a eu tellement de meilleure collaboration avec eux. Et, tu sais, des fois, on s'attend que la police vienne à nous, mais des fois, il faut faire le contraire. C'est de prendre l'initiative puis d'aller vers la police pour se faire comprendre, se faire entendre, sans faire des manifs. Vraiment, de faire ça de façon structurée. Et vous serez surpris qu'on peut changer la donne. Moi, je sais qu'en 91, on avait plusieurs incidents avec des libérés conditionnels. On avait un projet qui s'appelait Point Zéro pour justement ramener les incidents à zéro. Moi, je peux dire qu'on était assez fiers qu'en 95, c'était fini. Les policiers travaillaient avec nous en tandem et un agent de libération conditionnelle n'était plus juste un agent qui aidait les délinquants, mais un intervenant, un partenaire qui aidait à mieux servir la communauté. Fait qu'il faut vraiment s'investir des deux côtés. On va retourner aux commentaires sur les médias sociaux, Angie Bonenfant. Parlant d'investissement des deux côtés, un commentaire de Mercedes Nancy. Les envoyer en prison sans aucune forme de ressources les rend juste plus violents et encore plus criminels. C'est comme les envoyer à l'université du crime. Qu'en pensez-vous? Oui, bien ça, on en a glissé mot tout à l'heure, le milieu carcéral. J'aimerais vous entendre là-dessus sur l'apport ou ben, voilà, cette solution ou ce joueur, finalement, dans toute cette sphère-là du monde carcéral, Luciano Bentenuto? Oui, malheureusement, évidemment, j'ai fait 28 ans dans le milieu correctionnel, fait que c'est sûr que c'est un terrain que je connais, que ce soit dans le milieu carcéral ou dans le milieu de la collectivité. L'important, c'est que les gens en prennent qu'est-ce qu'ils peuvent. C'est-à-dire qu'un individu qui va dans une prison pour moins de 2 ans, évidemment, mais la rotation, c'est 3-4 semaines, des fois jusqu'à 7 semaines. Mais quand on rentre en pénitencier et un minimum de sentence de 2 ans, il y a des opportunités pour s'en sortir parce qu'il y a des programmes. Mais si vous en servez pas, puis vous en servez pour justement endurcir votre lien avec d'autres membres de gang, mais ça, c'est un choix aussi adulte parce qu'il n'y a aucun mineur qui rentre dans les pénitenciers fédéraux. Fait qu'il faut aussi respecter ça. Fait que c'est sûr que c'est un challenge. Travailler à l'intérieur des murs, là,
n'oubliez pas, les agents correctionnels font face à ce que les gens de la collective ne veulent plus faire face. Hein? On parle depuis 16h30 du phénomène des gangs de rue. On a tenté de comprendre pourquoi des jeunes allaient bifurquer vers ce chemin-là. J'aimerais maintenant vous entendre sur les solutions. Vous avez tous un rôle différent à jouer dans la communauté. Qu'est-ce qu'on doit faire en tant que société pour aider justement soit les jeunes à ne pas tomber dans les gangs de rue, mais aussi aider les jeunes à en sortir? Quelles sont les initiatives qui fonctionnent? Nancy Westfall? Il n'y a jamais une solution pour un problème social complexe. Donc, il faut bâtir les jeunes saines et avec l'espoir pour le futur. Il faut soutenir les familles et les aider avec les problèmes complexes. Il faut avoir des quartiers sains où les gens s'occupent l'un et l'autre et prennent soin de l'un et les autres. Il faut avoir des services comme les écoles, des hôpitaux qui sont répondent bien aux besoins divers de nos communautés. Il faut avoir un service de police qui est capable de bien cerner c'est quoi le problème et d'être juste et efficace. Et il faut aussi regarder tout l'aspect économique dont parlait conseiller Fleury plutôt, de tout le côté de marché de drogue, parce que la grande motivation dans beaucoup de ça, c'est pas la seule motivation, c'est la vente de la drogue, la vente de la sexe. Et donc, quand il y a une demande, ça continue. Mm-hmm. On regarde les initiatives et Radio-Canada vous en a présenté d'ailleurs quelques-unes cette semaine. On a parlé de l'organisme Voice Found qui aide les jeunes filles à se sortir de réseau de la traite de personnes. Le Lab à Gatineau qui aide les jeunes à sortir finalement d'un réseau criminalisé par l'art. Il y en a plusieurs initiatives qui fonctionnent bien. Kétia, vous vouliez en ajouter d'autres? Oui, j'aimerais juste retourner à la base. C'est beau d'avoir des initiatives et des services, mais souvent, ces services-là n'arrivent pas aux gens qui en ont besoin. J'aimerais ça parler juste des affaires de base comme porter attention à nos enfants. Depuis à l'âge très jeune, nos enfants, ils grandissent, puis leur personnalité qui sont, de vraiment porter attention. Si tu as un enfant qui est très tranquille, qui ne parle pas beaucoup, il faut se demander la question pourquoi. Est-ce qu'ils ont quelque chose dans leur cœur qui leur dérange? Fait que porter attention à qui ils sont, puis essayer de vraiment leur laisser savoir que s'ils ont un problème, qu'ils peuvent en parler, puis ils ont le support. Je voudrais aussi parler du besoin de l'attachement. Les parents sont tellement occupés de nos jours qu'on n'a pas le temps. Même quand ils sont dans la même chambre ou la même salle que leur enfant, ils ne portent pas attention à leur enfant. Ils sont sur l'ordinateur, leur téléphone. Fait que l'attachement n'est plus là avec les parents puis l'enfant. Puis ça, c'est quelque chose, c'est un besoin de base que toute personne a besoin. Fait que, encore, c'est juste des petites affaires de même. Des activités pour les adolescents. Quelqu'un a parlé de ça tantôt. Il y a des centres communautaires, mais il n'y a pas vraiment des activités qui vont intéresser les adolescents. Fait que juste des petites choses de même. Oui, Yvonne Dubé? Moi j'aimerais rajouter là-dessus, oui, c'est vrai que le problème commence au noyau de la famille. Et puis ensuite, c'est les pères, c'est l'influence des pères, mais il y a tellement de choses qui viennent influencer. Il y a l'école, c'est comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est de commencer, oui, à résoudre le problème au niveau familial, mais tous les différents organismes dans les différentes communautés, travailler ensemble. Travaillez pas un contre l'autre, travaillez pas un côté de l'autre. Travaillez ensemble en unité parce que plus on est de ressources, plus on est fort. Donc, si le problème est si immense, ben on se rejoint, on se tient la main, puis on y va ensemble. Donc, vous sous-entendez qu'en ce moment, il n'y a pas ce maillage qui existe très fort entre les différents services? Non. On essaie. On essaie? On essaie. Oui. On essaie tous. Oui. On les connaît pas tous. Mais pourquoi il n'y a pas ce lien-là? Est-ce que c'est parce que vous manquez de temps? Vous manquez d'argent? Non. Qu'est-ce qui fait ça? C'est une réponse assez complexe, mais je veux juste vous donner un exemple, parce que nous, le stratégie contre les bandes de rue, ça comprend 21 différents organismes, mais pour une de nos programmes, ça nous a pris une négociation de 18 mois
avec le Privacy Commissioner pour avoir le droit de travailler ensemble. Donc, il y a toutes sortes de différentes barrières. On n'y pense pas parfois que c'est si complexe que ça, mais nos systèmes sont complexes et travailler ensemble, ça prend du temps et ça prend de l'effort. Nathalie Gélina, vous voulez ajouter? Bien, moi, j'amènerais le point que c'est vrai que des fois, on ne communique pas ou des fois, on n'a juste pas la plateforme pour le faire, mais il y a plein d'initiatives qui se font. Puis, la main droite ne sait pas. Fait que moi, je suis dans mon domaine, puis là, genre, on a une bonne idée, puis là, on pense qu'on vient d'inventer quelque chose d'intelligent, mais madame, elle l'a déjà fait, puis elle peut déjà me dire que ça n'a pas fonctionné, puis elle peut me dire pourquoi. Alors, pourquoi je pars pas de qu'est-ce qu'elle a déjà fait pour dire qu'est-ce qu'il fallait améliorer dans ton programme pour que moi, ça fonctionne? Fait que je pense que on oublie des fois de partir des données de la recherche pour pouvoir produire quelque chose d'efficace. Alors, malheureusement, ben, là, je parle chez moi, il y a un regroupement là, qui s'appelle le RESAL. Là, c'est un gros regroupement qui s'est fait à Montréal qui inclut tous les arrondissements. C'est beaucoup de monde. Scolaire, les ressources communautaires, la police. Ils ont tous assis ensemble puis ils parlent de ce qu'ils font. Puis il y a une personne qui est plus spécialisée, qui a les connaissances des projets, de ce qui fonctionne, Puis quand ils faisaient l'analyse de toutes les enveloppes budgétaires, OK, vous autres, dans votre maison de jeunes, vous faites telle mesure, telle activité pour contrer les gangs de rue. OK, mais c'est-tu vraiment les gangs de rue ou c'est plus la pauvreté? Ah, ben là... Et finalement, des fois, on s'apercevait que les programmes ne s'adressaient pas nécessairement aux problèmes. C'est un beau programme. Mais il faut prendre le temps de regarder qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait et est-ce que c'est efficace. J'aimerais vous entendre sur le financement. Parce que... n'empêche, ça part de là. Est-ce que c'est payant, politiquement, d'investir dans la prévention, dans les services de première ligne, dans les organismes communautaires? Luciano? Moi, c'est sûr qu'à première vue, les instances à qui j'ai eu affaire ont toujours trouvé que c'est pas une aventure payante d'aller dans la prévention, l'intervention dans ces choses-là. Sauf que c'est parce qu'ils n'ont pas la vision d'évaluer l'impact social. Et l'impact social, à la fin, c'est parce qu'à un moment donné, si on parle du budget municipal, mais c'est pas moi qui s'occupe de la santé. Si je parle de la prison fédérale, bien, c'est pas moi, c'est pas la province. Fait qu'à un moment donné, quand il évalue l'impact social, il dit, ben si ça sort dans cette cour-là, ça va aller ailleurs, etc., etc. Et moi, l'ayant vécu pendant 30 ans de service, je peux vous dire que s'ils sont capables de mettre ça sur une autre table, ça va être comme ça. Et puis moi, c'est le vécu que j'ai. Je ne ferai pas semblant que c'est pas comme ça. Moi, je l'ai vécu comme ça. Et quand je vois ça, c'est sûr que les enjeux comme ça ont un impact sur comment on va attaquer ça. Il est presque, il est 16h, 17h52, 53. Je sais que Nathalie Gélina, vous avez un train à prendre pour retourner à Montréal. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci pour toutes les belles rencontres, le réseautage qu'on a fait ce soir. Puis je vous souhaite bonne chance dans la continuité. Merci. Merci à vous, merci. Merci. Oui, bravo. Je vous rappelle encore une fois que l'émission Sur le Vif est présentée en direct de la Cité, émission que vous pouvez regarder aussi sur les médias sociaux, sur ici Ottawa-Gatineau ou encore sur radiocanada.ca. Et d'ailleurs, Angie Bonenfant, il y a des commentaires en ligne encore? Oui, peut-être un autre commentaire d'un internaute qui nous demande, pourriez-vous nous dire s'il y a évolution du phénomène de gang de rue ou plutôt si on observe une régression? Oui, qui voudrait... D'après nous, c'est plutôt une évolution. Évolution, oui. C'est à Ottawa, en tout cas. C'est assez flou. Les groupes sont pas si clairs que ça. Les gens travaillent ensemble, ils font des deals, des affaires. Et donc, après ça, ils vont travailler avec d'autres, et après avec d'autres. Il n'y a pas de territoire. C'est moins défini. C'est moins défini, il n'y a pas de territoire. C'est plutôt, comme Nathalie disait tantôt, c'est des réseaux, mais ce n'est pas vraiment des gangs. Donc, ça évolue dans ce sens-là. Une autre évaluation, c'est ce que Kitcha disait plus tôt, c'est il semble avoir plus d'armes dans les rues actuellement. Et c'est ça qui est le phénomène épeurant, mais en général, le crime est en base.
Luciano Bentenuto, vous en pensez quoi? Ben moi, j'ai eu la chance de voir l'évolution entre les différents types de gangs. Puis évidemment, il y a 3 phases importantes. La première phase, c'est la phrase prédateur, ça se dit ça en français? Predatory? Où ce qu'on va et on essaie de gagner du terrain, on essaie d'être visible, tu sais, le graffiti, de mettre les symboles, que ce soit les running shoes, les fils, whatever, pour identifier son secteur. Et après ça, il y a l'aspect parasital qui est you infiltrate la communauté locale et vous finissez avec une belle symbiose où vous êtes quasiment légitime. Et ça, c'est le crime organisé traditionnel. La gang de rue est encore la première phase. Il y a encore du posturing où ce qu'on essaie de montrer qui est plus fort, le rouge, le bleu. En tout cas, il n'y a pas de vert pour l'instant, mais il reste les 2 couleurs principales. Et on essaie de se mettre en évidence. Fait que ça, on est encore là. Évolution, comme je vous ai dit, on est rendu à 2e, puis dans quelques instants, 3e génération. Ils ont appris de leurs erreurs antérieures, ils ont appris de leur papa, ils ont appris de leur mononcle, leurs cousins, etc. Vraiment, cette rencontre, ce forum aurait pu durer 6 heures, mais le temps s'écoule, c'est comme ça. Je veux encore une fois vous remercier d'avoir accepté l'invitation. Je vous rappelle nos invités aujourd'hui. Il y avait Katia Peters, membre de Compact, comité d'intervention policière et communautaire. Mathieu Fleury, conseiller municipal de Rideau-Vanier. Nathalie Gélina, praticienne chercheur et spécialiste en gang de rue du Centre de réadaptation Cité des Prairies. Nancy Worsfold, qui est de prévention du crime Ottawa. Pauline Gagné, responsable du volet éducation à Pacte Ottawa. Luciano Bentenuto, criminologue et expert en bande criminalisée, membre de l'organisme Avant tous les enfants. Je vous remercie sincèrement d'avoir participé à l'émission aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous, chers auditeurs, qui nous suivez comme ça chaque jour. Évidemment, demain, retour à une émission régulière. Merci à vous d'avoir suivi l'émission aussi sur les différents médias sociaux, Facebook. Vous étiez nombreux à nous écrire. Merci beaucoup. Merci à ceux aussi qui nous suivaient sur le site Internet de radiocanada.ca. Je vous rappelle en terminant que le forum au complet sera disponible sur le site de Radio-Canada. Je vous invite à l'écouter, mais surtout à le partager dans vos communautés. Merci. Merci à l'équipe aussi de Sur le Vif et à tous ceux et celles qui se sont greffés pour l'occasion à cette émission spéciale. Passez une excellente soirée.